suis contente, les filles, aujourd'hui, parce que j'ai enfin pu participer au chandail, au décor. Parce que Jab nous a demandé d'amener un jersey pour... en fait, c'est parce que les Carabins ont remporté le championnat national, puis pour souligner ça. Et Steph, t'avais pas de chandail. Ben, j'ai pas de chandail de hockey. Il me reste encore plein de gear carabin, mais là, pas de chandail de hockey. Donc, fait que là, je me suis proposée avec plaisir de représenter le rugby avec un jersey qui n'est pas le mien, parce que quand je suis arrivée pour l'acheter, il ne restait plus mon numéro. Puis, ouais. J'étais un peu triste parce que moi, je suis quand même superstitieuse dans la vie. C'est quoi ton numéro? Moi, c'est le numéro 8. Mais il y a une affaire, par contre, au rugby, je sais pas si vous savez ça, mais les numéros, c'est les positions. Absolument. Fait que, mettons, si un match... moi, je joue 8 habituellement, mais si un match, mon coach veut me mettre en deuxième ligne, mais là, je vais être 4 ou 5. Puis ça, c'est très, très difficile pour les gens superstitieux parce que moi, pour vrai, le numéro 5, je l'aime vraiment pas. Fait que c'est... Ouais, il faut comme que... Vraiment pas, c'est comme catégorique. Ouais, mais les gens qui ont joué... Tu peux pas garder juste... Non, parce que ça identifie... c'est comme les joueurs de ligne au football. Non, mon point, c'est que tu t'as dit que tu ne peux pas l'acheter. Ouais, ben quelqu'un l'avait déjà pris, mon numéro 8. Je sais pas si tu peux pas d'emblée garder juste ton chandail non, parce il y a plusieurs personnes qui ont joué avec ce numéro-là. Fait qu'il y a une vétérane qui est passée avant moi puis qui l'a pris. Mais ouais, les gens qui ont joué avec moi, ils savent que... Je sais pas si vous êtes superstitieuse, vous autres, mais moi, il faut que je sois à tel endroit du terrain puis que je marche de telle manière puis que mes bijoux soient... sur le sideline avec quelqu'un qui est pas blessé. Non, c'est... Mon Dieu, c'est comme une job à temps plein de superstitieux dans le sport. Fait que moi, j'ai pas cette discipline-là d'être superstitieux. J'ai fini par travailler avec une préparatrice mentale un moment donné qui m'a dit « Tu as le droit d'avoir une superstition, puis il faut que ce soit une superstition que tu peux contrôler. » C'est laquelle tu as gardée? C'est mes bijoux sur le sideline avec quelqu'un de pas blessé. Mais c'est quand même niché, là. C'est quand même niché comme superstition. Mais j'ai besoin je pensais mettre mon soulier droit avant le gauche. Les joueurs de hockey font beaucoup ça. Ou genre mettre la même paire de bobettes, là. Mais non, madame, les bijoux. Tu peux juste les laisser chez vous, tes bijoux. Ben, parce que pour moi, dans le fond, ce que je me dis, c'est qu'ils me protègent. Puis tant qu'ils sont près de moi, je me blesserai pas. C'est le côté italien. C'est le côté santé mentale dans ce moment. Wow! Ouais, ben, bravo, Carabin. Félicitations. Oui. Bravo à Isabelle Leclerc, absolument, notre collègue qu'on aime beaucoup. Puis, non, c'est un grand moment pour ces joueuses-là. Puis, tu sais, quand le principe d'underdog, là, là c'est le plus bel exemple qu'on a vu. Pas grand monde qui croyait aux chances des Carabins. Puis, les filles ont réussi à aller jusqu'au bout. Donc, super performance. Vraiment. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on va en reparler dans l'épisode d'aujourd'hui. Avant ça, on va parler de Montréal qui va devoir survivre un peu plus longtemps sans sa capitaine et de la course aux séries qui est officiellement lancée. C'est l'épisode 16 de Changement de ligne. On a enfin la confirmation. Marie-Philippe Poulin placée sur la liste des blessés à long terme. Ça va quand même bien pour la victoire, malgré le fait qu'elle est partie maintenant depuis, ça fait quoi, 3-4 matchs? Là, je pense que là, rétroactivement, c'est 15 matchs, je ne me trompe pas. Donc, tu sais, on dit blessé à long terme, ça veut dire au moins 21 jours. Exact. Et ça fait déjà 10 jours. Ouais. C'est juste qu'on l'annonce maintenant. Donc, tu sais, potentiellement, elle manquerait assurément 4 matchs. 5. Ouais, exact. Elle pourrait revenir au plus tôt le 5 avril. Qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire pour l'équipe, ça? Ben, moi, je ne suis pas comme scandalisée tant que ça. On n'est pas en train de dire saison terminée ou quoi que ce soit. Je pense que dans les circonstances, tu dis que Montréal va bien. Je pense que c'est la chose à faire sans connaître l'étendue de sa blessure. Mais aussi bien, Montréal est en bonne position. On va parler du classement présent un peu plus tard, mais c'est la bonne chose à faire. Repose Marie-Philippe Poulin. Assure-toi que son genou soit le moins pire possible pour, justement, c'est où tu en as besoin, c'est pour surtout les séries éliminatoires. Donc, je pense que c'est une bonne décision dans ce cas-là. Steph, selon toi, Montréal est capable de garder le cap jusqu'aux séries éliminatoires, là?
Ben, j'ai envie de dire, ils n'ont pas le choix. Dans le sens que. Non, mais. Ben oui. Plate de même, là. Mais, puis, tu sais, en même temps, oui, ils ont eu des bonnes, des bonnes performances en général. Le match contre Ottawa à Winnipeg, c'est un match moyen, là. C'était un de leurs moins bons matchs, assurément, dans les dernières semaines. Mais ils ont quand même récolté un point. Ils étaient à un tir de se sauver avec des points de là-bas. Donc, en équipe, ils sont assurément capables. La structure semble mieux défensivement. Justement, à Ottawa, ça a vraiment été un match où défensivement, ça a été plus difficile, là, ce qui est moins arrivé dans les derniers temps. On en parlait. Mais de façon générale, l'équipe semble bien aller. Donc, on veut pas... on se doit de continuer à pallier à ça. Laura a pris le lead... de l'équipe encore. On a parlé, même au courant des JO aussi. Fait qu'elle a continué à prendre ce lead-là. Non, je pense qu'il y a un bel enthousiasme dans l'équipe. Puis, ils se battent pour la première place. Ils sont à 2 points de la première place. Donc, c'est sûr que... Je pense que c'est un plan pour voir globalement. C'était pas le cas l'année passée, peut-être la première année, mais il y a d'autres joueurs capables présentement de prendre le relais. Puis, je pense, comme tu dis, il y a une structure. C'est putain une joueuse. Là, présentement, j'ai l'impression que finalement... Est-ce que c'est l'apport de nouvelles personnes derrière le banc? Est-ce que c'est juste... je sais pas. Il y a tellement d'entraîneurs dans cette équipe-là et de conseillers, de consultants, mais je sens que présentement, ça commence à être plus... il y a une meilleure cohésion, plus claire de la structure. Puis je pense que la pause olympique est peut-être pour beaucoup, là, où ces jeunes joueuses-là, peut-être sans expérience, ou plus vieilles joueuses avec moins de bonnes éthiques de travail, sont restées à Montréal, puis ont travaillé d'arrache-pied avec les entraîneurs qui étaient restés ici. Puis on dirait que depuis la pause olympique, j'ai l'impression que vraiment c'est plus cohérent qu'est-ce qu'on voit sur la patinoire. Oui, puis tu nous as parlé, Christine, la semaine passée. Avant, on disait que c'était pas mal l'équipe de Marie-Philippe, puis l'équipe reposait sur son dos. Puis là, finalement, on se rend compte que c'est plus tout à fait le cas. Là, je sais que c'est une question qu'on ne veut pas avoir à se poser en ce moment, mais je vous la pose quand même. Pensez-vous que Montréal serait capable d'aller chercher la Coupe Walter si Marie-Philippe n'était pas des séries? Oh! Difficile. Je pense. Je me lance, je pense pas. Je pense pas qu'on peut faire une aussi longue période sans notre capitaine, là, dans le sens que Anne-Renée est exceptionnelle. Elle n'arrête pas de bien aller, comme on dit en bon québécois. Mais à un certain moment, surtout sur une série, le match se resserre. C'est des séries 3 de 5. Il y a du voyagement. On joue contre la même équipe tout le temps. Puis, on a quand même un petit chip sur notre épaule à Montréal. Là. On a perdu les 2 années. L'équipe a perdu en première ronde. Ils n'ont pas gagné une ronde encore en 2 ans, malgré qu'ils ont fini au top du classement les 2 fois. Donc, je pense que ça serait extrêmement difficile. C'est sûr que Montréal a bien fait contre Boston, qui est pour moi la meilleure équipe présentement. Mais il y a une différence entre un match et sur une série. Puis c'est ça qui m'inquiète sur une série. Exemple, on l'a vu dans l'année passée, ce qui est arrivé de perdre en 2e, 3e période de prolongation, puis il faut que tu reviennes 36 heures après, 48 heures après, puis que mentalement, tu sois prêt à affronter une équipe qui est bonne dans tous les aspects du jeu, comme mettons Boston. Je pense que ce serait extrêmement difficile, mais j'ai confiance que Marie-Philippe et son genou vont revenir. Puis là, c'est sûr, en ce moment, il y a Marie-Philippe, il y a Ambrose aussi. Oui, c'est plus ça, c'est l'accumulation. C'est ça. Déjà, elle, sur la liste Ambrose, on a-tu des nouvelles? Là, je sais pas, parce que la semaine passée, là, évidemment, l'équipe est partie sur la route pendant 8 jours. Là, puis je trouve ça bien fatigant parce qu'on n'a pas accès aux joueurs. On voit pas qui patine. Je sais pas plus, on sait pas plus qui a voyagé vraiment parce que, bon, j'avoue que je pourrais aller passer toutes mes matinées à l'auditorium de Verdun puis attendre de voir quel blessé patine. Je pourrais faire ça, mais je ne l'ai pas fait encore cette semaine. Je m'en excuse. Je ne sais pas, ça se peut qu'elle ait voyagé aussi. Mais Ambrose patinait. Puis après ça, on nous dit qu'elle est sur la liste des blessés à long terme. Donc, je pense qu'Ambrose, normalement, est supposé être plus près d'un retour au jeu. Il y a Murphy aussi. Murphy, je pense que c'est celle... J'ai pas d'informations encore là, mais j'ai l'impression que c'est celle dont l'absence va être la plus longue. C'était pas beau, là. La façon qu'elle se tenait le bras, elle se tenait l'avant-bras. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose de fracturé là. Donc, je me dis que peut-être qu'elle, ça risque d'être peut-être une saison terminée. Puis je spécule. C'est plus
tu disais Marie-Philippe Poulin qui n'est pas là. Là, c'est plus l'accumulation des blessures que là, Daniel Sauvageau a dû vider quasiment sa liste de réserve puis aller faire des signatures pour réussir à boucher les trous. Là. Mais j'ai l'impression que c'est pas juste la victoire. Tu sais, on en a parlé aussi à Seattle. À travers la Ligue, il y a beaucoup de blessés. Beaucoup de mouvements. Ouais. Est-ce que comment est-ce que vous expliquez ça? Bah. Ça dépend toujours du type de blessure aussi. Tu sais, quand c'est une blessure traumatique, comme, exemple, Murphy, là, elle s'est fait ramasser au dernier match à la Place Belle. Grant Mentis aussi, c'est ça. Mais c'est la physicalité, dans le fond. Oui, puis en même temps, là-dessus, il y avait une punition. Donc, tu sais, il y a aussi des gestes, on va dire, des bad luck, là, dans le sens que tu te fais blesser sur un geste illégal. Donc, il y a encore des petites tendances. Ça s'est beaucoup amélioré de la première saison. Les filles frappent mieux, se font mieux frapper, se préparent davantage. Ça reste un sport physique, un sport rapide. Ils continuent à avoir peut-être quand même un certain niveau de mise en échec, que ce soit, on voit beaucoup mise en échec illégale ou boarding, avoir donné de la bande, donc frapper quelqu'un qui est un peu éloigné de la bande, ce qui est le genre de blessure qui est arrivé avec Murphy. Donc, tu sais, c'est sûr qu'il y a cet aspect-là, puis il y a l'aspect, tu sais, je me blesse un peu... en jouant en surutilisation, puis ensuite, je me fais mal. Fait, pour ça, séparer ça. Il y en a qui c'était aux Jeux olympiques. Exact. Aussi, ça dépend. Mais en même temps, je veux dire, je suis pas tant surpris. Je veux dire, c'est une ligue professionnelle, donc tu regardes la Ligue nationale de hockey. Je veux dire, il y en a plein de blessures. Là, appelle Kirby Dack, tu peux y en parler si tu veux. Là. Il est comme abonné. Non, mais tu regardes la NFL, tu regardes la NBA, WNBA. Je pense que c'est juste la nature du sport. C'est juste que là, je pense dernièrement, qu'est-ce qui est arrivé, c'est soit que ça cible beaucoup les mêmes équipes ou surtout il y a des gros noms. Tu sais, Larry Knight qui n'est pas là, Marie-Philippe Poulin qui n'est pas là, Bill K. Donc, c'est plus ça qui frappe. Tu sais, mais en même temps, ça donne l'opportunité à d'autres joueurs. Tu sais, Seattle qui est venu à Laval la semaine passée, là, je veux dire, la moitié de mon je regardais les joueuses d'attaque, là, il y en avait plein que c'était des joueuses de réserve supposément, mais qui avaient joué 1 ou 2 matchs. Mais soudainement, elles avaient beaucoup de temps de jeu, puis quand même, je veux dire... Elle bataillait, là. Fait que c'est une opportunité pour d'autres joueuses de se faire valoir. Puis c'est ça qui se passe avec Montréal. Là. Exactement, parce que là, parce que Marie-Philippe est placée sur la liste des blessés à long terme, Daniel Sauvageau a pu aller chercher Mativi. Nadia, merci, je cherchais son prénom. Nadia Mativi, que Steph, tu connais bien parce que toi, tu l'as coachée pour l'équipe d'Italie. C'est la capitaine, en fait. Oui, je l'ai coachée pendant 2 ans là, avec l'équipe nationale italienne. Donc, oui, dans la dernière année, c'était elle la capitaine. C'est elle qui était la capitaine au JO. Donc, tu sais, Nadia, c'est une défenseuse à caractère offensif. Là. Elle est grande. Pour remplacer un peu, je l'ai remplacé. Mais mettons, comme pour un spot, Ambrose. Mais ça, j'allais dire. Non, mais c'est le type, mettons, l'apport qu'Ambrose pouvait ajouter normalement, tu sais, offensivement. Là. Oui. C'est un peu profil qui peut avoir l'air un petit peu similaire. Oui. Bien, j'ai hâte de voir, évidemment, comment... C'est un autre calibre. Là. C'est un calibre, évidemment, que c'est le plus haut calibre. Là. Donc, c'est pas un calibre qu'elle a nécessairement déjà joué régulièrement. Elle a dominé là, la Ligue de Suède les 2 dernières années avec Luleå là-bas. Donc... une des meilleures joueuses, là, assurément, top 3 de l'équipe nationale italienne. Là. C'est une fille qui aurait fait la majorité des équipes là, qui étaient aux Olympiques. Donc, bien hâte de voir là, comment la vitesse puis la physicalité de la LPHF, comment elle va s'ajuster à ça. Je pense que c'est assurément ça le plus gros enjeu. Quelle opportunité quand même. C'est ça, présente-nous-la un peu, là, parce que les gens ne la connaissent pas pantoute, quel genre de fille, quel genre de joueuse. Là. Ben, oui, c'est une joueuse qui aime avoir la rondelle. C'est une joueuse qui a un très bon tir, très fluide. Quand elle patine, elle est grande. Là, les gens vont être... elle est peut-être même un peu plus grande que toi, mais vous avez un peu la même... Pour vrai, vous avez un peu la même stature. Oui, absolument. Je vais la recruter pour le rugby. Mettons, là, parce que là, super shape pour le rugby. Présentement, Montréal a 6 défenseuses en santé, plus Kéliane Nadeau qui est sur la liste de réserve. Mais présentement, qu'est-ce qui se passe, c'est que la joueuse de réserve qui a été signée, Giaquinto, ben, c'est une joueuse de réserve, mais là, finalement, elle joue ben oui, parce qu'ils l'ont signé dans un espier. Fait que, Mativi arrive. Fait que là, dans le fond, il y en a 7 qui sont théoriquement en santé. Ou, là, tu dis, il faut que c'est évidemment comment elle va s'adapter. Elle va peut-être avoir un petit choc de ça frappe, ça va vite. Mais où tu peux la voir, toi, selon toi, dans la formation des... Ben, je la verrais sur un 2e pairing, probablement pour la débuter, là. Donc, c'est une grande gauchère. Donc, c'est probablement là que j'imagine. Il faut lui donner des minutes.
une joueuse... Pour qu'elle s'habitue. Oui, puis c'est une joueuse qui est habituée d'en jouer 25, 26. C'est une joueuse qui prend beaucoup de minutes. Donc, assurément qu'il faut lui en donner. Si la mettre comme une 7e défenseuse puis qu'elle joue 2 chiffres par période... Elle est rendue à quel âge, c'est sûr que c'est tough. Nadia, elle a fini il y a 2 ans. Elle doit avoir 20... j'ai envie de dire 24 ou 25. Donc, je me rappelle pas de son année de naissance, mais... 25 ans, exactement. Wow, bravo! Ben, quand une même, étoile là, pour mais j'étais Steph. plus sûre que c'était 24-25. Donc, c'est ça. Fait que, il faut qu'elle ait des minutes, puis c'est une fille, c'est ça qui doit... qui aime ça quand ça roule, là, si je peux te donner l'expression. Talentueuse, hyper talentueuse naturelle, là, dans le sens que, bon, elle vient d'un pays qui ont très peu de hockey, fait qu'elle a été une dominante toute sa vie. Boston University, oui, elle a été capitaine à sa dernière année, assistante à son avant. 4 ans à Boston University, donc elle connaît quand même le style de hockey nord-américain. Ouais. Sa tendance, c'est de dropper en intensité. C'est ça sa tendance, quelque chose qu'on travaillait avec elle, dans le sens que ça a tellement souvent elle a tellement souvent été dans la facilité parce qu'elle était dominante physiquement sur tous les points de vue que ça aussi développe des fois des habitudes qui sont quand le niveau augmente, qui peuvent te faire mal un peu. Donc, c'est toujours ça, le petit côté. Moi, je la niaisais, je disais que c'est son petit côté italien. Oui, c'est exactement. Mais des fois, prendre ça... je pense qu'on va bien s'entendre, elle et moi. C'est 5 et 10, selon la fiche. 5 et 10, 176 livres. Ouais. Une petite pièce... une petite pièce de femme. Non, mais moi, je trouve ça intéressant. Puis, en même temps, je trouve ça super le fun, cette opportunité-là, puis cette histoire-là, parce que je veux dire, on sait c'est qui, les directeurs généraux la connaissent, mais clairement, elle n'avait pas eu sa chance dans la LPHF. Puis, évidemment... Elle était éligible au repêchage. Oui, mais elle n'a pas été décidé de pas la elle n'a pas été repêchée. Personne n'a repêché l'an dernier. Là, évidemment, la vitrine que les Jeux olympiques lui a offerte, puis aussi, évidemment, Danielle Sauvageau, c'était la directrice générale de l'Italie. Donc, tout ça est relié, mais ça lui donne une opportunité que la réalité, là, c'est que si l'Italie n'avait pas été le pays hôte et n'avait pas une équipe qualifiée d'emblée et qu'on n'avait pas fait appel à des dirigeants québécois pour aller derrière cette équipe-là. Puis elle n'avait pas eu cette vitrine-là aux Jeux olympiques que malgré les défaites, l'équipe italienne a démontré quand même du talent. La hargne et tout. Ben, elle serait sûrement pas là aujourd'hui. Puis je trouve que malgré la blessure de Marie-Philippe Poulin, personne ne souhaitait ça. Bien évidemment, ça donne une belle opportunité à des joueuses de se faire valoir. Puis j'imagine que tu amènes aussi une fille avec du leadership. Là. Je veux dire, capitaine de l'équipe de l'Université de Boston, là, capitaine de l'équipe italienne. Même à l'extérieur de la glace, j'imagine que ça doit être une très belle personnalité à emmener dans une équipe. Oui, bien Nadia est super, c'est quelqu'un de très relax dans sa personnalité. Tu sais, les filles étaient quelqu'un en qui les joueuses avaient beaucoup, beaucoup confiance dans l'équipe. Autre le fait que c'était une des meilleures joueuses. Elle a toujours été la meilleure joueuse de l'équipe. Là, même quand elle avait 16 ans, c'était déjà la meilleure joueuse de l'équipe. Donc tu sais, c'est quelqu'un duquel autour les joueuses gravitaient, ses coéquipières gravitaient. Puis lui faisait énormément confiance. Puis en même temps, elle est déjà venue à Montréal, évidemment, s'est entraînée, connaît quelques filles déjà parce que l'Italie est venue quelques fois, ou un groupe de joueuses aussi, on les a emmenées il y a quelques fois là, pour justement les faire travailler avec des joueuses de plus haut niveau pour les développer. Donc, mais juste ça, c'est un petit détail, mais moi, je trouve que c'est quand même pertinent parce que tu n'arrives pas totalement dépaysé. Là, elle a rejoint l'équipe au Minnesota. Puis évidemment, il y a eu un match ce soir. Là, donc, on ne sait pas s'il va jouer, comment elle va jouer. Mais après ça, elles reviennent à Montréal. Puis c'est pas comme, mon Dieu, quel est cet environnement-là. Elles ont passé des semaines et des semaines à l'auditorium de Verdun. Donc, ça aussi, ça leur a peut-être pas besoin tant que ça de cette période d'adaptation de « je suis dans une nouvelle ville ». Là. C'est pas la seule qui fait son arrivée dans l'équipe. Il y a aussi eu, en plaçant Murphy sur la liste des blessés, on est allé chercher Maya Labad, qui était, on a signé Maya Labad. Oui, c'est ça, signé parce qu'elle était dans l'équipe de réserve. Exact. Puis, il y a 2 semaines, il y a Laurie sur Instagram qui m'avait posé une bonne question par rapport à elle. En fait, elle se demandait, elle était rendue où? Puis là, bon, évidemment, on a notre réponse. Elle est maintenant dans l'équipe. Mais je trouve ça quand même intéressant à aborder parce que l'équipe de réserve, souvent, les gens se demandent, on a entendu parler de ces filles-là en début de saison, mais elles font quoi pendant la saison? Elles s'entraînent. C'est ça. C'est ça. C'est pas facile. Non, là, mais il y a très peu d'argent et beaucoup de temps à s'entraîner. Elles sont là tous les jours à l'entraînement avec les joueuses. Elles font des rotations. Quand les joueuses, comme là présentement, l'équipe est sur la route, les joueuses de réserve sont restées à Montréal. Elles s'entraînent toutes seules avec des entraîneurs, des consultants. Mais l'affaire, c'est que dans la convention collective, notamment, les joueuses ont une allocation pour le logement
qui devient, même si les salaires ne sont pas faramineux, qui devient quand même très avantageux. Il y en a plusieurs qui sont colocataires, donc à deux, là, tu n'as aucun problème avec la location pour vous payer quelque chose qui a bien de l'allure dans Griffintown ou dans Verdun ou peu importe. Les joueurs de réserve n'ont pas ça. Non. Donc, tu sais, on se souviendra que l'année dernière, Gabriel David et Kéliane Nadeau, qui étaient sur la liste de réserve, à un moment donné, je voyais Gabriel David qui cherchait une coloc, puis après ça, les deux sont allés colocataires parce qu'ils n'étaient pas capables de se payer un appart ensemble. Puis, tu sais, en même temps, il y a une différence entre une Maya Labad ou une Irving sur la liste des blessés ou une Catherine Dubois ou l'année passée, une Gabrielle David. Tu sais, une Maya Labad, elle vient de sortir de l'université et repêcher, même si c'est pas facile. Tu dis, OK, je suis une jeune qui pousse, ma famille est ici, j'ai de l'aide, j'ai une quelque part où habiter. Quand tu es rendu mettons, une Cat Dubois, là, elle ne l'est plus, là, ou l'année passée, une Gabrielle David qui avait eu un contrat régulier qui retourne sur la liste de réserve ou quelqu'un qui a plus d'expérience, là, c'est plus dur, sur le moral. Puis si tu es une Américaine, on va te dire, hey, pourrais-tu venir à Montréal, s'il te plaît? Tu vas avoir un salaire de crève-faim, pas d'allocation, puis essaie de te payer un logement. Peut-être que tu joueras jamais. Fait que c'est sûr que la nature, tu sais, Daniel peut-être que me dirait oui, non, mais la réalité, c'est que quand tu regardes les joueuses de réserve, très souvent, c'est des joueuses qui viennent de la région. C'est pas juste à Montréal parce que c'est plus facile de les convaincre de signer. Comme là, Samantha Bell qui a signé comme joueuse de réserve, qui avait été libérée par la charge d'Ottawa. Bon, ben, elle habite pas mal souvent à Montréal. Elle a joué pour la Force dans la PHF. Donc, pour elle, c'est un peu logique de venir jouer ici, même si c'est juste comme joueuse de réserve. Bien, ça, c'est un bon point parce que là, Samantha Isbell, dans le fond, tu peux aller signer une joueuse de réserve pendant la saison tant que ta banque a été épuisée. Est-ce que c'est bien ça? Oui, bien dans le sens elle, qu'on dans ce cas-là, mais elle avait été libérée. Elle avait juste plus de contrat. Fait que c'est pour ça qu'elle pouvait aller sur une réserve. Donc, tu as le droit à 3 sur la réserve. Puis tant que si tu n'as pas 3 joueuses, à ce moment-là, tu peux aller chercher n'importe qui était le cas, dans le fond, avec Mativi, n'était pas sur la liste de réserve. C'est une joueuse qui était éligible parce qu'elle s'était rendue éligible pour le repêchage. Donc, c'est une joueuse autonome complètement. Comme il restait de l'espace sur la liste de réserve, quand ils ont signé la batte, ça donnait ça libérait un espace. À ce moment-là, ils ont pu aller chercher quelqu'un d'autre. Si Isbell avait encore été à Ottawa sur la liste de réserve, Montréal aurait pu dire, nous, on va aller chercher Isbell, mais quand tu vas la chercher, il faut que tu la signes. Tu ne peux pas aller la chercher pour la mettre sur ta liste de réserve et l'équipe qui détient ses droits a 24 heures pour répondre. Mais ils peuvent répondre seulement avec un contrat. Exactement. Donc, c'est soit que, parfait, non, c'est bon, on ne la garde pas. Donc, à ce moment-là, Montréal doit la signer sur un SPA. Et sinon... SPA, contrat standard. Standard Player Agreement, donc un contrat standard de joueuses. Excusez. Donc, mais si l'équipe décide de pas... qu'ils ne veulent pas la laisser aller, eux aussi doivent la signer. Donc, il y a tout ce jeu-là qui se fait. C'est pour ça qu'on voit des contrats de joueuses régulières là, qu'on va franciser. Oui. Donc, on le voit à Toronto, de la Rovère, etc., qui est une fille de Toronto. Merci parce qu'on a eu beaucoup de questions. Mais là, c'est parce que sa beau joueuse de réserve. Puis là, il faut comprendre, je pense qu'on l'a même pas dit, Mativi, c'est parce que dans le fond, son équipe est éliminée dans la Ligue élite de Suède. Puis la Ligue en Suède commence très tôt, là, comme au mois d'août, puis se termine... Ils sont en finale présentement, eux autres. Donc, ça fait que des joueuses qui ont bien fait en Suède peuvent, et qui ont déjà été admissibles dans le repêchage. Parce qu'elle n'aurait pas pu quitter son équipe en Suède au beau milieu de la saison pour venir jouer dans la PHF. Il aurait fallu qu'elle brise son contrat. Donc, c'est une elle avait un contrat de signé. Donc là, ça crée des précédents. Puis là, il peut y avoir des pénalités, comme n'importe qui. Là. Mais ça fait qu'en allant, tu vas chercher une fille en Mativi, mettons, qui joue en Suède ou d'autres filles, ça fait une fille qui est, comme on dit, game shape, qui a joué beaucoup de minutes, qui est prête. Absolument. Contrairement à, on a parlé, je pense, en plus la semaine passée, une joueuse, exemple, qui était joueuse de réserve à quelque part, mais que oui, je comprends, là, on parle des nouveaux, mais elle joue pas. Elle fait juste s'entraîner. Il y a une différence entre s'entraîner puis jouer un match, même si la Ligue de Suède n'est pas équivalente à ce qu'on voit dans la PHF. Mais c'est ça que vous dites, ils s'entraînent, mais s'entraîner, ça veut dire quoi? On s'entraîne, ils sont à toutes les pratiques. Toutes les pratiques, elles font toutes les drills, tous les exercices. Font leur glace, si on va se faire traiter, ils sont traités. Ils sont avec l'équipe quand même, je veux dire, elles font partie de l'équipe. Quand les matchs sont à Montréal, elles sont à la Place Belle, elles sont dans l'équipe sans faire partie de l'équipe, dans le sens où, la réalité, c'est que
si on demandait aux coachs, aux entraîneuses de Montréal, à Danielle Sauvageau, aux joueuses dans l'équipe, elles vont toutes dire elles font partie de l'équipe. Puis si tu allais demander aux joueuses de réserve, pas sûr qu'elles sont. On fait partie de l'équipe, sauf que. On est dans l'entourage. Mais là, par exemple, là, mettons, Marie-Philippe, Murphy, Ambrose, ils reviennent. Il arrive quoi avec tout ce beau monde-là? Tu fais du ménage. L'exemple, il faut que tu en envoies sur la liste de réserve. Il faut que tu en envoies, tu sais. Tu en envoies sur la liste de réserve, puis là, sur la liste de réserve, tu veux juste en avoir 3, fait qu'il y en a d'autres que tu vas juste libérer. Exact. Donc, c'est ça. Si tu peux pas faire une rotation match après match, chacun votre tour, ça marchera pas. Donc, tu sais, considérant, exemple, si Marie-Philippe revient, ben là, naturellement, Maya Labad, ça irait sur la liste de réserve. Exact. Si Ambrose revient, ben là, on verra. Jaquinto peut-être retourne sur la liste de réserve. Ouais. Fait que là, c'est ça. C'est un effet domino. Puis là, mettons, Marie-Philippe revient, Mativi. Mais Mativi, c'est def. Fait que moi, je pense que Mativi resterait. Ce serait pas Jaquinto, je pense qu'il se tasserait. Puis Mativi va rester dans OK, je comprends. À la base, là, connaissant les deux joueuses, assurément, mais en même temps, ça va dépendre comment les choses vont aller, mais... C'est sûr que mais en même profil, assurément. En même temps, on dit ça, puis là, c'est les évidences, mais après ça, tu ne sais jamais, dans le sens où, justement, quand les joueuses reviennent, ben, il peut y avoir une compétition à l'interne. Mais il ne reste pas tant de matchs non plus. Là. Fait que, tu sais, je veux dire... Mais c'est pas mauvais non plus, cette espèce de compétition-là à l'interne. Tu sais, des fois, ça met un petit peu de... Ça donne un petit coup dans le derrière. Tu sais, là, mettons, on a parlé la semaine passée de Kat Dubois qui se ramasse sur le premier trio. Là, fait qu'elle a une super opportunité, là. Mais tu sais, c'est sûr que Marie-Philippe, elle revient, on s'entend qu'elle reprend sa place. Moi, c'est ça. Il n'y a même pas de décision à prendre. Là, Kat Dubois, là, puis connaissant comment ça se gère des fois, tout ça, là, Kat, elle peut rapidement dégringoler puis se ramasser 13e. Là. Fait que, je veux dire, chaque minute qu'elle est là sur le premier trio, tu sais, on a... Comment je peux dire? On a souvent, puis surtout Jacques-Alexis, critiqué l'utilisation, exemple, de Catherine Dubois. Mais présentement, c'est entre ses mains. Je veux dire, elle ne peut pas avoir plus belle opportunité de se faire valoir, de prouver qu'elle mérite d'avoir du temps de jeu. Fait qu'il faut qu'elle saisisse, s'il vous plaît. Puis du temps de jeu, hein? Parce que ça... C'est pas une joueuse de première ligne dans la LPHF, là, à la base. Il faut être conscient. Elle est capable de remplir ce rôle-là à certains moments parce qu'elle a de la grit, parce qu'elle est physique, parce qu'elle sait exactement ce qu'elle a à faire. Mais temporairement. Mais temporairement. Ne serait-ce... Même si c'était une autre joueuse du premier trio qui était blessée, c'est pas un fit permanent là. Mais Steph, est-ce que c'est pas dangereux? Parce que je t'écoute parler puis je me réfléchis. Je suis comme, elle a une opportunité incroyable. Mais en même temps... Elle a beaucoup de minutes pour montrer qu'elle est capable, mais elle a beaucoup de minutes pour montrer aussi ses failles. Dans le sens où... Mais en même temps, tout le monde... oui. Le spotlight est sur elle. Ça dépend comment tu le vois. Dans le sens que je pense pas... Okay, je vais regarder, évidemment, de ma perspective personnelle. Moi, je coach, je me dis, Catherine est capable de faire ce rôle-là momentanément. Éventuellement... Si elle regarde là, c'est parce qu'ils sont satisfaits. Ils pourraient la renvoyer sur une 3. Ils pourraient envoyer... On s'entend-tu que... Fille, ils pourraient envoyer une autre fille là. Fait que là, ils sont satisfaits de ce qu'elle amène. C'est parfait. Est-ce que c'est une joueuse qui est faite pour jouer ce rôle-là à long terme? Non. Non. Pas dans le contexte non plus montréalais. Est-ce que je pense que Kat est capable d'avoir un rôle d'avantage sur une 3 avec la performance de certaines filles que je trouve un petit peu beige? Je pense que oui. C'est sûr que je connais Kat depuis 10 ans. J'ai un super gros billet, là, dans le sens que mais je peux même pas dire que je suis 100% objective, mais en même temps, je dirais... Mais c'est ça l'enjeu. C'est ensuite, quand Marie-Philippe revient, Kat, est-ce que tu as réussi à convaincre Corey Chevry de tomber sur un 3? Tu peux jouer au moins du 10-12 minutes régulier. Ou tu reviens encore comme 13e attaquante. Mais j'espère que Kat Dubois, elle paye un café une fois de temps en temps à Laura Stacey. Parce que Laura Stacey fait très bien paraître ce premier trio-là présentement. Puis parlant de joueuses un peu beige, on a Annie Morel sur Facebook qui nous demande ce qu'on pense des performances de Cheyenne Darkangelo parce que la victoire est allée la chercher à Ottawa. Puis, selon elle, elle est lente et elle ne génère pas grand-chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Son nom, Annie Morel. Annie, t'as quand même une bonne... un bon œil. Un bon œil parce que... puis en plus, dans les derniers matchs qu'on a fait là, en analyse et en description, on en a parlé comme étant une joueuse qui doit se lever. Là, c'est une super expression galvaudée, mais c'est ça quand même. Commence à être temps. En l'absence de Marie-Philippe. On espérait les 2 derniers matchs qu'elle a joués avant les JO. Elle avait quand même bien joué. Elle avait marqué. On se disait, ça va-tu y donner
un petit oomph. Tu sais, c'est 5 points en... Je pense qu'elle a joué tous les matchs, là, 21, il y a 21 matchs de jouer, là. Je pense qu'elle les a joués, peut-être manqué un, là, mais bon, dans une vingtaine de matchs, c'est 5 points. Elle joue sur les avantages numériques. Elle a beaucoup de minutes. Elle faisait beaucoup plus de points à Ottawa. C'est sûr qu'il n'y a pas les mêmes systèmes là, à Ottawa puis à Montréal. Tu sais, moi, l'inquiétude que j'ai, c'est que ça fait... On a beaucoup chialé contre Kristen O'Neill, avec raison par rapport à ce que nous, on s'attendait d'un deuxième joueur de centre. Clairement, Corey l'utilisait, une deuxième joueuse de centre quasiment plus comme une joueuse, une centre défensive. Donc, elle n'était pas toujours mise, il faut le reconnaître, là, Kristen n'était pas toujours mise dans des situations offensives pour l'aider à marquer. Mais en même temps, là, on a le même enjeu. Tu sais, on a vendu Dark Angelo dans le sens que c'est une power forward, c'est une joueuse de centre, une grosse joueuse de centre, ce qu'on adore. Hein, au hockey, on capote tout sur rien. C'est comme une grande défenseuse droitière. On est fou, les qu'elle allait leader le deuxième trio. Oui, exact. Qu'elle allait avoir un soutien. Puis là, c'est des filles très, très périphériques qui font mieux qu'elle, qu'on voit davantage. Fait que là, est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est la manière qu'on utilise cette deuxième ligne-là qui devient problématique parce que c'est comme une troisième saison qu'on n'a pas de deuxième joueuse de centre. Puis c'est deux joueuses qui avaient des profils complètement différents. Évidemment, elle est plus lente. T'sais, on ne peut pas penser à une Kristen O'Neill en vitesse. C'est sûr qu'elle est plus grande, elle est plus lente. À la base, elle a un excellent tir, elle a des bonnes mains, elle est capable de marquer des buts. C'est ça, mais elle n'a pas de... Tu sais, là, on la voit un peu plus sur le piqué aussi, sur le désavantage numérique. Elle est grande, capable de bloquer des tirs, mais encore là, ça, c'est sûr qu'il y a un aspect personnel. Deuxième joueuse de centre, c'est pas fait pour ça. C'est moi, c'est je pense que c'est pas mal ma plus grosse déception quasiment. Assurément. Parce que je me souviens toujours le match préparatoire à Verdun contre Boston, puis je la vois à côté de Murphy, puis je pense que je me souviens mais plus 2-3 buts là. Ce duo-là, j'ai fait oh wow. Ouais. Je fais OK, là on a quelque chose, on va faire marcher Murphy, c'est un méchant bon duo. Mais là, l'étincelle, je l'ai vu dans le match préparatoire devant à peu près 12 personnes, puis j'ai jamais revu cette étincelle-là. Donc c'est une déception, mais tu sais, comme tu dis, elle continue à être étudiée en plus à toutes les sauces là, et partout. Puis moi, c'est sur l'avantage numérique, là, mon Dieu, que cette deuxième vague d'avantage numérique, ça m'endort. C'est difficile. Ouais. Mais c'est parce que je comprends pas pourquoi elle est utilisée là. Pourquoi tu ne mets pas 4 tant qu'à ça? Tu as fait jouer sur le premier trio, puis tu mets une fille net front, même sur le première unité, ils mettent des fois Mlinkova devant le filet. Mais à la limite, mets Mlinkova, ça à 2. Oui. Puis garde ton trio. Parce que Mlinkova va apporter un peu d'étincelle. Oui, elle a un peu de vitesse. Ils l'ont mis 13e. Clairement, présentement, il ne semble pas être très content de ce qu'elle apporte. Mais tu défais ton premier trio alors que tu remplaces une fille, puis 4, dans le cas où elle joue déjà sur la 1, ben, c'est une fille de net front. De toute façon, je veux dire, elle se place les deux patins. Une fille de devant de filet. J'ai bien de l'anglicisme ce matin, je m'excuse. OK, Québec, je suis déçue. Ben oui, je le sais. Je m'en dire que j'ai été influencée par le président de Air Canada. C'était peut-être un statement ce matin. Non, mais c'est ça. Donc, elle se place devant le filet, elle est capable d'aller chercher des rondelles. Ouais. Elle va batailler dans les coins pour récupérer ces rondelles-là. Donc, je trouve ça drôle un peu qu'il fasse ce changement-là à 5 contre 5, mais qui n'en profite pas parce que c'est là qu'elle est payante, Catherine. Malgré tout ça, Montréal est en bonne posture pour les séries, mais là, ça va être votre moment préféré du balado parce que je vais vous demander, les autres équipes dans la Ligue, de faire vos prédictions. Oh, prédictions. On est à exactement un mois, jour pour jour, la fin de la saison régulière, donc début des séries. C'est ceux qui me regardent, je suis en train de regarder mon téléphone parce que je retourne voir parce que t'es mal poli. Je suis impoli. Non, mais je veux savoir le nombre de points avant de dire n'importe quoi. C'est bon? OK, parfait. Bien là, c'est ça. Je vais vous faire un petit exercice, OK? On va passer à travers toutes les équipes de la Ligue. Puis j'aimerais savoir, de 1, selon vous, c'est quoi les chances qu'elles fassent les séries? Puis de 2, c'est quoi qu'elles doivent faire pour faire les séries? Qu'est-ce qu'elles doivent améliorer? On va commencer avec la 8e position. En ce moment, c'est Seattle avec 19 points. Ouais, ils vont profiter du printemps à Seattle. Ouais, ben écoute, qu'est-ce qu'elle peut faire pour faire rien? Ouais. Rien. Non. Rien, parfait. Mais tu sais, ça n'arrivera pas. Le café est bon à Seattle, des bons fruits de mer, tu sais, je pense. C'est ça, c'est profiter de la vie. Ouais. Profitez-en. Ouais. Essayez de revenir plus forte de tout ça. Assurez-vous d'être dans la communauté, vous avez un bon fanbase, puis continuez comme ça pour vous assurer que... Oui, parce que ça fonctionne bien, là. Les gens sont super enthousiastes. Là, malgré le fait que ça va pas bien sur la patinoire, mais tu sais, en plus, si Larry Knight et Bilka sont blessés, donc elles ont beaucoup le temps
de se promener. Ouais. Exact. Donc, Vancouver, en 7e position. Nos 2 équipes d'expansion avec 24 points. Moi, je pense que c'est terminé aussi. Vancouver, je pense pas non plus qu'il ne marque pas assez de buts. Non, c'est ça. Puis, je pense que ça va être difficile. Maschmeyer, encore une fois, cette année, on a misé beaucoup sur Maschmeyer, mais encore une fois, la santé, c'est un peu difficile, les blessures de son côté. Elle a eu une moins bonne Moi, j'évalue qu'elle a eu une moins bonne saison. Que Et là, blessée. En fait, pas encore, on dirait, depuis sa grosse blessure de la fin de la saison dernière, elle n'est jamais revenue comme avant. Est-ce qu'elle va revenir comme avant? Puis je pense que ça a été un peu l'un des problèmes de Vancouver cette année-là. Assurément. Là, en ce moment, en 6e position, c'est New York, encore une fois, qui pourrait rater les séries. Il faut pas. Il faudrait pas. Faudrait pas. Ils sont dans le mix, là, pour utiliser une expression populaire. Oui, c'est pas terminé pour eux, là. Non. C'est limite, mais... C'est limite. 27 points. Oui. Dans le fond, c'est vraiment 3-3-2, là. Tu sais, dans le sens que si on regarde le classement, là, il y a 3 équipes, là, Toronto, Ottawa, New York, qui se battent pour cette 4e place-là. Je pense, moi, c'est comme ça que je le vois. Oui, parce que Toronto, Ottawa, New York, en ce moment, c'est 31, 30 et 27. C'est pas si loin que ça. Hyper serré. Puis New York a un match en main, si je ne me trompe pas. Un match de moins, oui, exactement. C'est ça. Donc, théoriquement, une victoire, il égalise Ottawa au 5e rang. Mais c'est sûr que New York doit marquer plus régulièrement. Mais je pense qu'on voit la même chose, Steph et moi. C'est dur de prendre une équipe par une parce que je pense que présentement, c'est vraiment Toronto, Ottawa, New York. OK, je change les règles. Non, mais c'est juste que... Non, mais 4, 5, 6. Toronto, Ottawa, New York. Moi, j'ai l'impression que c'est ces 3 équipes-là qui se battent pour la dernière place en séries éliminatoires. Puis même, vous parliez des points, mais même quand on regarde les buts pour, contre, c'est à peu près... Ça se ressemble énormément. Ils sont tous dans le moins. Hein? Ils sont tous dans le moins. Dans le sens, ils ont tous un différentiel négatif. Je pense que présentement, Toronto a quand même de la difficulté, a marqué 43 buts, qui est beaucoup moins que n'importe quelle autre équipe qui présentement est dans le scénario des séries éliminatoires. Donc, c'est probablement le problème de Toronto présentement. Il faut marquer des buts, mais comme on dit, c'est que c'est très, très, très serré entre toutes ces équipes-là. C'est sûr que si... ça, c'est même pas une prédiction d'analyste. Là, si vous me demandiez, je souhaite à New York d'être cette 4e équipe-là. Parce que, premièrement, Pascal Daou, on l'aime bien. Mais aussi, au-delà de ça, l'équipe... Sarah Fillier ne l'a pas vécu encore. Je trouve que ce serait le fun. Je pense que ce serait une équipe qui serait excitante à avoir joué en séries éliminatoires. Kaltunkova en séries éliminatoires. Ça nous tente, là. Arracherait des têtes. Ça nous tente. O'Brien. Ou des genoux. C'est souvent ça. Non, mais je pense que ce serait une équipe qui serait excitante à avoir joué comparativement à d'autres équipes canadiennes que je trouve plus ennuyantes présentement. Toronto, cette année, c'est un peu... C'est sûr qu'au niveau business... c'est sûr que Toronto, Ottawa, l'amphithéâtre est plein. Mais en même temps, je sais que la Ligue tient tellement à son marché new-yorkais, là. Donc, est-ce que... Ça ferait du bien à tout le monde. Est-ce que New York... Sauf qu'en même temps, je me dis, est-ce que New York, en séries éliminatoires, il joue au Prudential Center, le domicile des Devils du New Jersey, là, qui est un bel amphithéâtre, mais vraiment au milieu de nulle part, mais que New York a eu une augmentation au niveau des assistances comparativement à l'année passée où c'était dans 6 amphithéâtres différents. Donc, il y a une progression, mais tu sais, 2000 personnes dans un amphithéâtre de 18 000 personnes, ça fait dur, s'il vous plaît. Puis j'ose espérer que ça crée un engouement pour cette équipe-là. Mais séries éliminatoires, ça ne veut pas dire un amphithéâtre plein. Je me souviens qu'à Boston, en série contre Montréal, à la télé, ça paraissait vraiment beau et plein, mais finalement, à Lowell, c'était juste d'un bord. Tu sais, je veux dire, c'est pas pour rien non plus que Montréal l'a été invaincu en temps réglementaire à domicile. Tu sais, c'est sûr que quand tu as une foule qui est derrière toi, puis qui crie, puis qui hue l'autre équipe, puis qui hue les arbitres, puis ça anime quelque chose chez les joueurs, ça doit être excessivement difficile pour les joueurs de New York de ne jamais avoir ça et de toujours être l'équipe qui se fait huer. Comme on en a parlé, là, je pense que la semaine passée, on se répète. Là, moi et Steph, on est des vieilles personnes, fait qu'on radote. Bon, hey, ça, c'était gratuit. Toi, t'as pris une balle perdue. Là. J'allais dire, on est vieilles, on radote. Là, je regardais Ophélia, j'ai dit, mais non. Non, mais je dis, imaginez Sarah Fillier à Montréal. Mon Dieu, comment les fans seraient fous. Mais juste dire tantôt, là, Steph, on a dit par mégarde, je pense Montréal était à 2 points du premier rang.
Ouais. Mais là, Boston a gagné. Donc, c'est parce que Boston. Oui, non, mais je pense, parce que toi, tu prédis, dans le fond, tu vois l'avenir. Au moment que les gens vont écouter notre balado, demain matin, Montréal aura gagné en temps réglementaire. On leur souhaite, donc, Montréal sera à 2 points de Boston. C'est ça que tu dis? Oui, Boston aura joué effectivement depuis le match de dimanche. Mais tu sais, sauf que c'est ça. Sauf que le Montréal, évidemment, Montréal et Minnesota ont un match de plus à jouer. Un match en main, exact. Donc, tu sais, c'est vraiment, il y a 2 courses aux séries. C'est Boston, Minnesota, Montréal qui vont se battre pour les 3 premières positions. Exact. Et ensuite, ben, tu as Toronto, Ottawa, New York qui se battent pour la suite. Ça va être vraiment extrêmement serré. Puis Vancouver, mais Seattle, ben, ils profitent du printemps. Seattle, on l'a dit, ne va pas faire les séries, mais ils sont allés chercher une joueuse, Gabrielle David, une ancienne, on en a parlé un peu plus tôt, une ancienne de Montréal, qui, elle, a vraiment gagné son pari, Christine. Oui, moi, je trouve que c'est une super belle opportunité parce que ça a été extrêmement difficile pour Gabrielle David lors des 2 dernières saisons à Montréal de... Tu sais, on va être honnête, puis je peux dire, je suis pas dans les réunions des coachs, là, dans le sens où je sais pas c'est quoi leur vision de Gabrielle David, puis je sais pas exactement si elle correspondait ou non à leurs besoins, mais elle a jamais vraiment eu sa chance, là. Tu sais, je pense que dans toute la saison dernière, je crois qu'elle a joué 17 minutes dans toute la saison dernière. Donc, souvent, tu sais, je sais pas là qu'elle a pu prouver qu'est-ce qu'elle pouvait faire. Et là, c'est un peu un couteau à double. Tu veux dire la saison qu'elle a joué avec Montréal? Oui, mais dans le fond, la saison dernière, c'est joueurs de réserve, on te signe, tu joues 2 minutes 51 dans le match. Donc ça, c'est une situation extrêmement difficile. Plusieurs joueuses qui se retrouvent dans cette situation-là, c'est que c'est un couteau à double tranchant. Tu dis, OK, je vais être joueuse de réserve, au moins j'ai un contrat, je vais essayer de me... Je suis là, je m'entraîne tous les jours avec les meilleurs au monde. C'est pour ça que je dis, une très jeune, tu peux te faire, hey, je fais ça pendant une saison ou 2. Mais pendant ce temps-là, toi, Gabrielle David, qui était une joueuse qui marquait des buts à profusion dans la NCAA, personne ne te voit. Tu n'as pas de visibilité. Donc là, au Québec aussi, même avant la NCAA, ça a toujours été une joueuse hyper offensive. Mais là, personne ne te voyait. Avec là, plus les années passent, plus tu es caché, plus tu disparais. Donc là, elle dit, je pars en Suède. Je m'en vais en Suède. Puis là, même à ça, est arrivé quand elle a pris la décision d'aller en Suède parce qu'elle avait des discussions. Elle aurait pu être joueuse de réserve, justement, avec d'autres équipes. Je pense à Toronto, je me souviens bien. Puis après ça, elle dit, OK, quand je pars, par exemple, il y avait la majorité des bonnes équipes en Suède avaient quand même déjà leur place de prise. Donc, encore une fois, elle était coincée. Je me retrouve dans une équipe de bas de classement. Un nombre de joueurs maximum que tu peux avoir de l'extérieur. C'est ça. Exact. Après son pari est allé, elle a fini dans les meilleures pointeuses de la Ligue en Suède. Puis là, elle signe à Seattle. Puis oui, elle ne fera pas les séries. Mais elle peut avoir des grosses minutes. C'est ça, les déboires de Seattle vont servir une fille comme elle. Parce que c'est pas une fille qu'on va signer puis reste joueuse de réserve. Non, on vient, s'il te plaît, joue. On n'a personne. Pour jouer, ils sont tous blessés. Mais tu sais, en même temps, elle a joué pour Montréal, puis Montréal se retrouvait un peu dans une situation où il y avait besoin d'une joueuse. Ben, il y avait besoin de joueuses. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas allés chercher une Gabrielle David qui connaissait déjà le système de jeu? Tu le dis, qu'elle connaît. Ben c'est ça. Ça veut déjà. dire que c'est pas un profil auquel ils sont intéressés. Le pourquoi, le comment. C'est difficile à savoir, mais. Difficile, mais je peux juste dire que Montréal ils signeront juste pas. Okay. Parce que tu sais, habituellement, tu vois ça dans toutes les équipes, il y a des joueuses que les coachs adorent, genre Derek Gregg. Puis il y a des joueurs. Les journalistes l'aiment moins. non, mais tu sais, je dois dire que Derek Gregg a fait mieux. Dernièrement, elle fait beaucoup, beaucoup mieux. Ouais. Fait que peut-être qu'il avait vu. Hein? Non, mais je niaise, là. Je veux dire, elle fait la job, mais c'est juste qu'elle s'est fait offrir. Beaucoup d'opportunités. Elle s'est fait offrir toutes les opportunités possibles pour éventuellement avoir du succès, ce que d'autres n'ont pas nécessairement eu. C'est correct, c'est la nature du sport, mais je suis très curieuse de voir ce que Gabrielle David va faire. Puis je lui souhaite pour vrai de réussir à marquer des buts puis à connaître une fin de saison intéressante pour peut-être réussir à avoir un contrat dans la Ligue l'année prochaine. Parce que là, exactement, les équipes d'expansion, ça va ouvrir la porte. D'un côté, je me dis, j'arrête. Il faut des joueuses, là. Non, parce que d'un côté, je me dis, ça va être compliqué, tu sais, la saison prochaine, quand tu vois les joueuses américaines, notamment, qui vont débarquer de la NCAA puis arrivent, je veux dire, le prochain repêchage va être extrêmement fort. Donc, des joueuses qui faisaient, mettons, les équipes de la LPHF sur les faits, je me dis, boy, tu seras plus niveau. Mais en même temps, les équipes d'expansion arrivent. Fait que peut-être que la crainte de voir le talent se diluer, ce qui va sortir de la NCAA est tellement fort que peut-être ça va un peu s'équivaloir. Mais là, je parle pas de 4 équipes, là. Moi, je veux dire, je me dis... S'il vous plaît, là, moi, 4 équipes, c'est déjà deux équipes. Deux équipes, ça serait suffisant. Puis c'est quand même... tu sais, avec 2 équipes, là, bon an, c'est 52 joueuses qui doivent entrer dans la Ligue. C'est beaucoup, là. Mais l'affaire, c'est qu'on a entendu parler beaucoup de 4 équipes. Oui, je sais, mais pas tout de suite. Là, 2, là, calmez-vous. Apparemment,
personne... Même les équipes, il y en a plein qui n'ont aucune idée et ils vont le savoir. J'ai l'impression qu'ils vont le savoir sur un petit courriel 3 minutes avant que ça sorte. Ça semble vraiment pas pour partagé. Nourrir ces équipes-là, par contre, ça prend des joueuses universitaires. Oui. Là, on va sortir un petit peu de la LPHF pour parler justement de ces joueuses-là. J'ai des frissons. On ne pouvait pas passer à côté du championnat canadien universitaire de hockey. Que la finale s'est disputée entre 2 équipes du Québec, l'Université Concordia et l'Université de Montréal. Les Carabins ont remporté le championnat. Steph, tu as coaché les Carabins. Oui. Tu connais cette équipe-là quand même. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour les joueuses? Bien, c'est toujours c'est comme un point culminant. Il y a toujours plusieurs... puis il y a des joueuses là, qui terminent, qui étaient là quand moi je coachais il y a quelques années. Donc, c'est toujours le fun de voir ces filles-là là, qui terminent leur parcours avec la plus haute distinction. Là. On dit toujours lever le trophée au-dessus de ta tête. C'est comme c'est ce que tout le monde espère. Quand même presque 40 équipes là, universitaires au Canada. Donc, c'est sûr qu'on est toujours super contents. On a un billet important pour l'équipe pendant qu'on écoute les matchs. Oui, c'est sûr que ça faisait longtemps. Là. 10 ans. 10 ans, c'est ça, j'allais dire. Ben oui, exact. Le dernier, on l'avait gagné. Puis je dis parce que j'étais là à l'époque. 2016 à Calgary. Donc, avec une équipe, on avait vraiment une grosse équipe. Cette édition-là était vraiment... on était favorites. Là. Ouais. Ce qui n'était pas du tout le cas cette année. Même si le classement canadien... Tous les classements, là, ceux qui suivent un peu, là, je fais un mini aparté, mais ceux qui suivent un peu le football de la NCAA savent à quel point les rankings, les classements nationaux et qui s'en va dans les championnats est assez contesté, là, mais c'est sûr qu'au niveau canadien, il y a quand même une partie... je pense pas que les Carabins étaient la 8e équipe par rapport à ceux qui étaient là, mais Concordia ça reste qu'ils n'étaient pas favorites, absolument pas favorites. Puis les Stingers arrivaient dans cette finale-là favorite. Donc, il était 10 ou 11-0. Puis, je disais, les Stingers ont pris l'avance 2-1 dans ce match-là. Donc, tu sais, je veux dire, énormément de résilience. Puis, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de travail aussi derrière ça, des joueuses. Mais, tu sais, je pense qu'il faut parler aussi d'Isabelle Leclerc. Là, puis, j'en parle parce que, je veux dire, on était au jeu. Puis, moi, ça me fascine de parler quand on parle on pourra en reparler de NCAA par rapport au sport universitaire canadien, là. La quantité, la tâche, définition de tâche d'Isabelle Leclerc, qui est en soi la seule employée temps plein de cette équipe-là, c'est absolument incroyable. Booker les autobus, les voyages, les collations, la bouffe, les uniformes. Aller faire le Costco. Je veux dire, ça n'a pas rapport, là. Mais parlons-en, justement. Littéralement. Qu'est-ce que... parce qu'on parle souvent aux États-Unis, beaucoup de joueurs qui partent s'en vont jouer aux States, là, puis qu'est-ce que remporter un championnat canadien comme ça pour, en fait, même participer à une finale pour 2 équipes québécoises, quel genre de vitrine est-ce que ça offre à ces joueuses-là? Bien, le problème, c'est que ça offre pas une assez grande vitrine, puis ça... Vous le savez comment je peux parler de ça, puis me fâcher longtemps par rapport au sujet. Mais, tu sais, c'est vraiment l'aboutissement d'un programme. Tu sais, bon, on le sait, le programme des Carabins a débuté en 2009. Isabelle est là depuis le tout début. C'est le 3e championnat de l'équipe. Donc, on est vraiment bon au Québec, là. Au point de vue universitaire, on est vraiment bon. On tag. Oui, on n'a plus beaucoup d'équipes. L'Université Laval rentre l'an prochain, mais ça reste qu'on est toujours à peu près la meilleure conférence dans les 15 à 20 dernières années. Les matchs sont difficiles à remporter, ce qui fait que quand on arrive dans un championnat national, on fait bien. Bishop l'a gagné pour la première fois de son histoire l'an passé. Donc, c'est un point culminant, mais après ça, il n'y a pas de nulle part où aller. Hein? On parlait des joueuses de réserve tantôt, ben ça va aussi un peu avec le fait qu'il n'y a pas de ligue entre les deux. Fait que les filles vont souvent arrêter de jouer, juste continuer, finir leurs études, puis ensuite aller travailler. Mais c'est une reconnaissance. C'est le plus haut championnat que tu peux gagner au pays, là, dans le sens que à ce niveau-là,
Fait que c'est vraiment important. C'est une fierté incroyable. Mais tu sais, à une certaine époque, il n'y en avait pas vraiment d'avenue ici, là. Ouais. Mais là, aujourd'hui, c'est encore... les gens... Il y en a beaucoup qui continuent de penser que le point culminant, puis au hockey et dans bien des sports, c'est d'aller jouer dans la NCAA, aller aux États-Unis. Tu sais, des fois, peut-être que oui. Des fois, peut-être que non. Ça dépend de ton université. Tu sais, la seule joueuse à laquelle je pense qui avait le niveau... qui aurait pu aller jouer où est-ce qu'elle voulait, c'est Mélodie Daou, là, dans le sens elle aurait pu... Elle avait qui a décidé de rester ici. Elle avait des offres pour être dans toutes les plus grandes universités, puis elle a choisi de rester ici à McGill, puis on en a souvent parlé parce que justement, c'est important pour elle de développer le réseau universitaire ici, puis c'est pas important pour elle de rester à la maison. Ouais. Mais est-ce que encore aujourd'hui, je me dis, est-ce que c'est encore justifié ce fameux rêve américain? Est-ce que ça change quelque chose d'aller jouer dans une université américaine plutôt que d'aller jouer... dans le réseau universitaire canadien ou québécois? Puis, dis-moi si je me trompe, Steph, moi, j'ai envie de dire ça dépend. Ça dépend. Est-ce qu'on peut dire ça dépend quelle université canadienne et ça dépend quelle université américaine? Parce que moi, j'ai vu des histoires d'horreur où un enfant s'en va dans... J'ai un enfant, un ado s'en va dans un prep school, là. Dans un prep school, je m'en vais jouer aux États-Unis, mais le parent, il débourse 40 000 $ par année, puis il est au milieu de nulle part. Puis une voie académique, c'est un niveau de merde. Il doit revenir pour faire son cégep, peu importe. Mais oui, il y a assurément de ces histoires-là. C'est sûr qu'avec le cégep au Québec, on est évidemment particulier dans tout, mais on n'arrête pas de dire à quel point le hockey est un sport à développement tardif, à quel point il faut se donner des années. Bien, ça reste qu'au Québec, là, on a le meilleur réseau potentiel de développement avec notre réseau collégial. Donc, tu te donnes 2 ou 3 années de plus. Puis ensuite, si tu restes au Canada, tu as même une année de plus universitaire, alors que c'est 4 ans NCAA. Oui, ils parlent d'un 5 ans, là, mais ça ne rentrera pas avant. C'est même pas encore dans des projets de vote. Fait que ça n'arrivera pas tout de suite. Tu sais, ta question est bonne. Je pense que les gens font souvent un amalgame de 2-3 choses. Oui, c'est sûr que les États-Unis, tu sais, everything is bigger, puis tu sais, bigger is better, là, mais pas tout le temps. Dans le sens que si tu as vraiment un rêve de hockey, de jouer LPHF, puis de jouer équipe nationale, ou du moins d'être dans les rangs de l'équipe nationale, tu as à peu près 8 universités au NCAA que ça vaut la peine d'aller, puis 4 de celles-là sont dans la WCHA, où Wisconsin, Ohio State, Minnesota, puis Minnesota Duluth sont. Il faut comprendre que dans les 3 années de repêchage qu'il y a eu de la LPHF, 87% des joueurs qui ont été repêchés NCAA viennent de cette division-là. Puis on va le dire de ces 4 équipes-là, parce que les 4 autres équipes, là, qui est Minnesota State, Ben Miji, je ne sais jamais comment prononcer, puis 2 autres, St. Cloud, puis il y en a une autre qui m'échappe, c'est des équipes qui finissent comme 7-23. Là. Ils sont poches. Là. Ils sont poches. Sont poches. Donc, puis évidemment, ils sont même pas proches d'avoir les moyens qu'un Ohio State. Là. Les scouts d'Ohio State se promènent en avion lettré Ohio State, là, au hockey féminin. Là. Ça n'existe pas nulle part. Là. Je vous annonce que, je ne sais pas si Isa écoute, là, mais je ne dirais pas la marque de sa voiture. Il n'y a pas d'avion carabin. Non, puis exact. Puis elle n'a pas un char qui l'attend sur un tarmac avec un jet privé. Là. Donc, et personne d'autre des autres universités québécoises là, ou canadiennes. Donc, il faut être conscient de ça. Il y a tu sais, dans l'Est, là, il y a Clarkson, Colgate qui sont des bonnes universités qui prétendent à s'en aller vers le Frozen Four. Mais la réalité, c'est que c'est pratiquement toujours les mêmes équipes qui gagnent à la NCAA. C'est toujours les grosses équipes qui ont le plus de joueuses. Donc, si tu t'en vas dans une université, je vais dire le Maine, le Connecticut, des universités comme... L'université, souvent en qualité, est absolument pas meilleure qu'ici. T'sais, si tu vas à Harvard, c'est Harvard, là. On s'entend, OK? Mais tu vas plus à Harvard pour aller à Harvard que jouer au hockey. Le programme de hockey est très ordinaire. Puis en même temps, nos universités ici sont toutes meilleures. Puis c'est sûr que tu n'as pas 50 000 en bourse. Le bon côté, c'est que ça te coûte 5 000 $ par année. Puis tes parents peuvent te voir jouer. Fait que ce que tu dis, ça dépend pourquoi tu y vas. Si tu t'en vas à Wisconsin ou Ohio State, là, pose-toi pas de questions. C'est ça. Tu as un méchant avenir dans le hockey. Le reste, c'est comme, ça me tente d'aller vivre sur un campus américain, ça me tente de vivre l'expérience, fine. Mais ça se peut que tu aies envie. Là. Oui, puis ça, c'est correct. Mais moi, ce qui me dérange, puis là, c'est sûr que là, c'est mon autre chapeau pour quelques secondes, mais... Ce qui me dérange, c'est qu'ils disent on va plus se développer, les coachs sont meilleurs, les programmes. Non, ils ont plus d'argent. Ils ont plus de ressources. Ils ont plus de ressources, mais c'est même pas proche, là. Okay? C'est même pas proche. D'après moi, Ohio State a plus d'argent que tout U-Sport, là, mis ensemble. Je serais même pas surprise. Donc, ils ont plus de ressources, mais les coachs sont pas meilleurs.
Il y en a plusieurs, d'ailleurs, c'est des Canadiens qui coachent à NCAA. Les joueurs, ils ont la moitié de leurs équipes que c'est des joueuses canadiennes. Donc, c'est pas vrai que, à part que si tu vas pour les 7-8 équipes, là, c'est pas vrai que c'est mieux. C'est ça, parce que moi, mettons, je suis une joueuse de hockey québécoise, je veux jouer dans la LPHF. Si j'ai pas l'occasion de jouer pour ces 8 équipes-là que tu as mentionnées, ou à peu près, je suis mieux de rester au Québec, au Canada. Du moins, tu vas avoir éventuellement... Tu n'as pas réellement plus de chance. C'est comme les joueurs qui se disaient il faut que j'aille aux États-Unis pour être sur l'équipe nationale canadienne. Bien, la réponse, c'est absolument pas. Parce que dans les 17 dernières années, puis oui, j'ai fait les stats, puis oui, il y en a, s'ils écoutent le balado, qui m'ont déjà entendu donner la présentation à leurs filles ou à eux autres comme parents, il n'y a aucune joueuse qui est partie de sa province d'origine, donc n'importe où au Canada, qui est allée en NCAA puis qui est arrivée sur le programme de l'équipe nationale canadienne qui ne l'était pas. Toutes les joueuses, dans les 17 dernières années, là, on est remonté jusqu'aux Jeux olympiques de 2010 quand on a fait les stats. Puis avec Sherry Piper, la recruteur-chef de l'équipe nationale canadienne, il n'y en a aucune qui n'était pas déjà sur la liste. Donc, ces filles-là ont été identifiées à 16 ou à 17 ans dans leur province d'origine, que ce soit l'Ontario, nous autres, le BC. Après ça, ils ont décidé d'aller à NCAA. C'est sûr que Hockey Canada les encourage à aller là, ce qu'on n'apprécie pas particulièrement, pour tout le pays, là, pas juste pour le Québec. Puis après ça, ils ont juste continué. Mais il n'y a pas personne qui a fait « Hey, Stéphanie Poirier, qui est allée dans une université XY dans le fin fond d'un État, puis après ça, on l'a découverte, là, on savait pas où, elle était cachée. Il n'y en a pas eu dans les 17 dernières années. Fait que, tu sais, t'as quand même plus de chances de gagner à la loterie que de faire l'équipe nationale. Là. C'est 23 sur 115 000 joueuses. Là. Fait que c'est une question. Les gens doivent juste... Moi, là, ce que j'aimerais, c'est que les gens se posent les bonnes questions. Pourquoi j'y vais? Je veux vivre l'expérience. Je suis tannée d'être chez nous. C'est correct. Mais pas dans une optique qu'ils ont des meilleurs coachs. Mais ça, c'est un bon point. Ça, c'est de la... Parce que ce que je peux comprendre, c'est la volonté de vivre cette expérience-là, d'être traité comme, tu sais, c'est big. Au carabin ou, tu sais, peu importe. Tu sais, moi, c'est sûr, j'ai joué carabin, c'est ce que je connais, mais tu sais, je veux dire, c'est les joueuses, des fois, qui vont s'occuper. Ben, je dis des fois, je sais, je me suis occupée de l'équipement, tu sais, de commander. Des petits gâteaux quand vous faisiez votre on fait une vente de cupcakes, tu sais, à chaque année pour ramasser de l'argent. Puis, tu sais, c'est souvent des joueuses qui sont impliquées dans la logistique, puis tout ça. Puis si toi, mettons, tu veux être traité de manière professionnelle, ben c'est sûr que tu peux, si tu vas aux États-Unis, c'est ça que tu vas avoir. Exact. Mais ce que je comprends, c'est qu'en termes de talent, c'est pas tout à fait la même chose. En termes d'opportunités de talent hockey, c'est pas là que la différence se fait, sauf dans les gros programmes qu'on vient de parler, là, Wisconsin, Northeastern, Ohio State. Oui, mais là, c'est parce que c'est pas tout le monde qui va réussir à jouer. Non, ben c'est ça. Ils ont quand même 4 joueurs qui est aux Olympiques, là. C'est pas... Si tu fais recruter une full scholarship pour aller jouer au Wisconsin, vas-y. Tu sautes. Oui, c'est ça. Je l'aurais pris moi aussi. Là. Oui, assurément. Puis c'est une expérience globale. Mais en même temps, je pense vraiment aussi que si on fait de meilleur job globalement, U-Sport, le réseau, l'équivalent de l'NCAA, mais nous autres au Canada, c'est U-Sport, je pense qu'ils font un job plus qu'ordinaire, je vais être polie, plus qu'ordinaire dans la promotion, dans la recherche de partenariat, ou du moins peut-être qu'ils travaillent et sont pas capables de réussir, là, mais c'est extrêmement difficile ce qu'ils font. Il y a très peu d'appeal, c'est très peu attirant, puis c'est sûr que... Mais on compétitionnera jamais monétairement avec les Américains. C'est impossible. Il n'y a pas personne. BU, on parlait de BU, que d'anciens joueurs, d'ailleurs, Marie-Philippe est une ancienne de BU, ont refait leur vestiaire pour 22 millions. Je suis pas sûre que tous les programmes... Juste le vestiaire du hockey féminin l'année passée ou il y a 2 ans, je suis pas sûre que toutes les équipes du RSEQ, dans les 10 dernières années, avaient ça comme budget mis en commun. Eux autres, ils ont juste refait leur vestiaire. Fait que non, on peut pas combattre. Je repense à la moisissure sur le plafond de mon vestiaire de quand j'étais à l'université, mais tout va bien. Nous autres, on est chanceux. Hockey, c'est quand même toujours un sport qui est comme mis, qui est vedette. Qui est mis de l'avant, exactement. Fait que, tu sais, mais en même temps, c'est aussi un choix de vouloir étudier en français ou de rester proche puis que tes parents puissent venir te voir jouer, ta grand-mère. Fait qu'il y a un choix personnel, mais... Moi, quand tu me parles de hockey, là, à part quelques universités,
Ouais. Oh! Ben, j'ai comme l'impression que c'est Oui, pas ça la me pogne dernière à fois cœur, ça qu'on... paraît-tu? C'est pas la dernière fois que Steph va nous parler de ce sujet-là. Clairement, ça te passionne beaucoup. Mais en tout cas, félicitations aux Carabins. Oui. Yes. Félicitations à Concordia aussi, qui Oui, ont ben oui. disputé un très bon match. Merci de nous écrire. Continuez de le faire. Si vous avez des histoires que vous voulez nous partager, moi, personnellement, c'est ça ma job dans la vie. Je repasse à travers ce que vous nous envoyez. Fait que pour vrai, ce que vous écrivez en commentaire, je les lis. Fait que des fois, de ces temps-ci, surtout, on a énormément de questions. On essaie le plus possible de répondre à vos questions, mais c'est sûr que des fois, il faut faire des choix. Et surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Radio-Canada Sport, on est là. TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Faudrait créer un TikTok à Steph. Ah, TikTok à Steph, pour oui, C'est Rent. Oui, on va faire Parfait. ça. Si vous vous abonnez, là, on crée un TikTok Fais avec pas de Steph. promesses, Là, là. tout le monde va s'abonner. Exact, là, Hey, let's go. d'avoir ça, là. Ben, merci d'avoir été là, puis likez, commentez, partagez.